Cécile Rockler, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice de la communication et des études d'Empruntis, spécialiste du financement immobilier. Alors le mois d'avril a connu des taux historiquement bas, moins de 2% en moyenne, 1,97 toutes durées confondues. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va baisser encore au mois d'avril? Alors oui, effectivement, Crédit Logement devrait encore trouver que les taux ont baissé au mois d'avril puisque les barèmes des banques pour le mois d'avril sont encore à la baisse. Aujourd'hui, on emprunte entre 1,41 et 2,10 sur 20 ans. C'est exceptionnel, c'est beaucoup plus bas que le plus bas de l'année dernière. On a encore trouvé les planchers historiques qu'on avait connus. Alors concrètement, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, où en est-on aujourd'hui? En taux fixe, bien sûr. Alors en taux fixe, on est sur 15 ans entre 1,15 et 1,80. Sur 20 ans, entre 1,41 et donc 2,10. Sur 25 ans, on arrive à emprunter à 2% aujourd'hui. Et sur 10 ans, on est en dessous des 1%. Donc c'est des taux qui sont exceptionnels. Et pas de risque de taux négatif en France? Non, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas le fonctionnement du système bancaire français. Si vous aviez emprunté à taux variable il y a quelques années, vous pouvez avoir des taux qui sont aujourd'hui en dessous de zéro, mais c'est moins d'1% des crédits, donc aujourd'hui pas de taux négatif en France. À l'heure où le marché de l'immobilier retrouve de la fluidité, où il y a des prix en fait, qui se stabilisent dans les grandes villes, est-ce que les emprunteurs sont vraiment au rendez-vous depuis le 1er janvier 2016? C'est très net. On a noté une reprise des demandes de financement de l'ordre de 22% dès le mois de janvier. Donc on a vraiment un retour des emprunteurs qui se fait à la fois sur fond de taux bas, mais aussi, effectivement, comme vous l'indiquez, de prix immobiliers qui se sont stabilisés après quasiment 4 années de baisse, mais aussi de prêt à taux zéro, puisque le nouveau prêt à taux zéro depuis le mois de janvier est nettement plus favorable. On peut monter jusqu'à 40% de montant de l'opération. Donc on a vraiment un retour des emprunteurs. Mais il y a vraiment donc cet effet, vous le ressentez, de prêt à taux zéro, à la fois dans le neuf, mais aussi dans l'ancien. Ça se traduit au niveau des chiffres où il y a quand même une différence? Il y a quand même une différence, vous avez raison de le noter. Dans le neuf, clairement, aujourd'hui, beaucoup de primo-accédants bénéficient du dispositif. Ils sont en moyenne 7 sur 10 à acheter dans le neuf et avoir droit au PTZ. Donc c'est beaucoup plus que l'année dernière. Et avec des montants de PTZ qui sont aussi nettement plus élevés, puisqu'on va aller aux alentours de 75 000 euros. Dans l'ancien, le dispositif est un petit peu moins efficace, puisqu'on a 8% seulement des acquéreurs dans l'ancien qui bénéficient d'un PTZ pour un montant de l'ordre de 41 000 euros. C'est mieux qu'en 2015. Puisqu'ils étaient en moyenne moins de 3%. Le PTZ a été élargi dans l'ancien. Mais ce qui reste compliqué, c'est les travaux. Aujourd'hui, 25% de travaux du coût de l'opération. C'est extrêmement important pour les primo-accédants qui, en général, mettent plutôt 14% de leur enveloppe. Donc, primo-accédants quand même, de retour, en tout cas, forte présence. Et les investisseurs, est-ce que vous sentez revenir? Est-ce qu'ils sont présents, ces investisseurs? Ils avaient commencé à revenir dès 2015. Le dispositif Pinel avait vraiment favorisé le retour sur le marché du neuf. En ce début d'année, ils sont encore plus là, puisqu'on note 40% d'intention d'achat en plus dans le neuf. Et ça vaut tant pour l'ancien que pour le neuf, puisque dans l'ancien, ils sont 45% de plus sur ce premier trimestre. Donc l'investissement là-dessus a vraiment la cote? Il a la cote puisque aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de repères sur l'épargne pour les investisseurs, que ce soit l'épargne traditionnelle ou l'épargne financière. Aujourd'hui, les taux sont suffisamment bas pour que la pierre reste une valeur refuge. Alors, au 1er juillet 2016, les banques devront s'assurer les services d'un expert indépendant dûment qualifié, c'est ce qu'on indique, pour apprécier la valeur des biens d'habitation financés par un crédit. C'est une mesure qui est portée par la directive européenne sur le crédit. Est-ce que ça va changer concrètement pour l'emprunteur? Alors ça ne changera pas grand-chose d'abord parce qu'en matière de crédit relais qui sont les plus touchés par la valeur du bien, aujourd'hui la plupart des établissements font déjà appel à des experts, mais c'est surtout que cette directive va toucher principalement le crédit hypothécaire qui n'est pas le crédit immobilier en tant que tel, c'est le rachat de crédit. Donc pas de risque en fait pour monsieur, madame, tout le monde, en fait, notamment pour son crédit, qu'on dise attention, on va regarder si vraiment votre bien, s'il vaut la peine, on va faire appel à un expert. Non, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Il n'y a pas de risque, surtout qu'aujourd'hui le premier type de garantie, ce sont plutôt des organismes de caution, type crédit logement ou organismes de caution privatifs des banques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque sur le crédit immobilier en la matière. Alors sur le crédit, on en parle aussi beaucoup, en tout cas dans les millions, on va dire, autorisés, entre guillemets, c'est le fameux BAL 4, en fait. Sur les normes européennes, les banques seraient plus sélectives à partir de 2017. Ce serait plus difficile d'obtenir, en fait, un crédit. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, BAL 4 est en train de réfléchir à la nécessité pour les banques d'avoir plus de ressources et de prendre moins de risques en matière de crédit immobilier. Effectivement, ça pourrait avoir deux aspects différents. C'est un sur les primo-accédants sans apport qui pourraient moins bénéficier de l'emprunt, mais aussi pour les investisseurs locatifs puisqu'il y a une part de risque plus importante. Aujourd'hui, le sujet est en réflexion au niveau de BAL 4. On n'a pas encore la traduction en réalité et on espère bien que le système français, qui est bien différent des autres systèmes européens, ne soit pas touché par des mesures comme ça qui sont déjà très sélectives en matière de ressources pour les banques.
À suivre donc. À suivre. Comment économiser sur l'assurance emprunteur? Alors, la meilleure façon d'économiser, c'est de comparer. Comme pour le crédit immobilier, l'important, c'est de mettre en face de vous toutes les propositions qui sont possibles. Donc, vous avez l'assurance de la banque, il y a l'assurance individuelle auprès d'un assureur, mais il y a aussi une solution alternative, puisque depuis la loi Lagarde, les banques proposent des assurances individuelles en interne. Donc, l'idéal, c'est de mettre en concurrence les 3 types de garanties, de bien regarder aussi le niveau de couverture, parce qu'il n'y a pas que le tarif en assurance emprunteur, on l'oublie souvent, mais c'est la seule garantie de l'emprunteur. Donc, il est important de regarder à la fois prix et garantie, mais aujourd'hui, un jeune qui va en assurance individuelle pourra faire des économies substantielles, diviser par 2 à 3 son adhésion à l'assurance. Ça ne sera pas le cas sur des seniors où on a plutôt intérêt à prendre l'assurance de la banque. Et à propos d'économie, qui peut et comment renégocier son crédit encore aujourd'hui? Alors, qui peut tous les crédits qui ont été souscrits avant 2014, clairement, sont a priori renégociables. Après, il y a quelques règles d'or à regarder. La première, c'est le taux de votre crédit. Il faut qu'il y ait un écart de 0,7 points entre votre crédit et les taux du marché. Il faut que vous ayez un capital restendu suffisamment important pour que la négociation vaille le coup, puisque vous allez avoir des frais si vous faites racheter votre crédit par la concurrence, indemnité de remboursement anticipé, de nouveaux frais de garantie, les frais de banque. Et puis, le dernier point, c'est la durée dans laquelle vous êtes, puisque ce qu'il faut, c'est avoir encore beaucoup d'intérêt à payer à la banque. Donc, ne pas être dans le dernier tiers de remboursement, plutôt dans le premier. Pour terminer, quels sont vos bons conseils pratiques pour ceux qui souhaitent investir ou placer leur épargne dans l'immobilier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Alors la première chose, et ça va de soi comme pour l'acquisition d'une résidence principale, c'est regarder le bien et sa localisation. Il est très important pour vous, mais aussi pour assurer le banquier et avoir le financement, de choisir un bien dans une zone qui est en plein développement et où il n'y a pas beaucoup de vacances locatives. Ensuite, le deuxième point, c'est de là aussi rassurer le banquier en ayant 2 côtés de l'épargne pour gérer la vacance locative. On parle en général d'une douzaine de mois pour ne pas se retrouver en difficulté. Et puis surtout, il faut bien comparer pour le financement l'ensemble des banques parce que toutes n'ont pas la même méthode de calcul pour calculer votre taux d'endettement. Vous en avez certaines qui vont calculer un taux d'endettement en calculant tous vos revenus et puis en calculant la charge, et puis d'autres qui vont calculer une charge locative, puis calculer votre taux d'endettement. Et dans les 2 cas, vous n'aurez pas le même taux d'endettement, tout le monde ne vous suivra pas. Et ça, c'est une subtilité importante. Cécile Rockler, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.